C'était la météo sur France 3 avec la drometourisme.com. Bonsoir à tous, il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 3 Alpes. Au sommaire de ce journal, le retour chez elle de Louisa, la jeune adolescente haut-savoyarde de 16 ans, n'avait plus donné de nouvelles depuis vendredi après-midi, depuis sa sortie du lycée. Avec une autre jeune fille, Israë, elle faisait l'objet d'un appel à témoins lancé par la gendarmerie de Mettey. Soupçonnées toutes deux d'être radicalisées et de tenter de rejoindre la Syrie, nous ferons le point dans une minute avec notre journaliste sur place à Annecy, Xavier Schmitt. Des sportives, des routières customisées au vintage, parfois même électriques, plus de 150 exposants répartis sur des milliers de mètres carrés. Bref, des deux roues partout à Lyon pendant 3 jours à l'occasion du salon du même nom. Visite dans ce journal avant le clap de fin ce soir. Et puis le sport est roi dans notre région, sans contradiction. Le dimanche soir, vous avez rendez-vous avec la page des sports emmenée par notre pilote de compétition Frédéric Lefrançois, et elle est copieuse ce soir. Ah oui, vraiment copieuse. C'est une page sport comme un panier garni et qui déborde de partout de très bons résultats. Ce soir, nous aurons le droit à du hand, du cyclisme, mais également un coup de projecteur sur un jeune joueur brésilien qui est arrivé en début de saison à Chambéry pour jouer au handball. Il est à lui seul la preuve que désormais, il faut compter sur un hand planétaire. Les anciennes filières sont dépassées par de nouvelles destinations. Et puis évidemment, nous reviendrons sur le 3e titre d'un certain Monsieur Fourcade qui emporte tout sur son passage. Mais avant tout cela, du nouveau après la disparition et l'appel à témoins lancé pour retrouver 2 adolescentes haut-savoyardes radicalisées, soupçonnées de vouloir rejoindre la Syrie et dont on était sans nouvelles depuis vendredi dernier. L'une d'entre elles, Louisa, 16 ans, est rentrée ce soir devant le commissariat d'Annecy. Nous retrouvons en direct Xavier Schmitt. Alors Xavier, quelle est la situation ce soir ? Bonsoir Marie. Eh bien, l'adolescente Louisa est actuellement entendue par les enquêteurs de la gendarmerie nationale, car il s'agit bien de la gendarmerie nationale d'Annecy qui se trouve derrière moi. Après sa réapparition cet après-midi, les gendarmes ont bien sûr beaucoup de questions à poser à cette jeune fille de 16 ans qui n'avait plus donné signe de vie depuis vendredi. Où était-elle ? Qu'a-t-elle fait durant ces 48 heures ? Et surtout, où se trouve sa camarade Israë, lycéenne comme elle, dans un établissement de l'agglomération et avec laquelle elle a fugué. Selon le parquet d'Annecy, c'est surtout cette autre adolescente de 15 ans qui est soupçonnée de radicalisation et de vouloir partir en Syrie. Pour l'heure, nous n'avons pas d'informations en ce qui la concerne. Une chose est sûre, le retour de Louisa est un immense soulagement pour sa famille. Ce matin, sa mère lui avait lancé un appel dans les médias et elle affirmait que sa fille n'était pas radicalisée. Ce que confirme une copine de Louisa que je vous propose d'écouter. Personne ne comprend pourquoi et comment elle a pu faire ça. Moi, elle m'a jamais... En aucune raison, elle m'a parlé de ça. Donc, on ne comprend pas pourquoi à la télé, ils disent tout ça. Donc, non, c'est pas le genre de Louisa. Elle était radicalisée, elle était proche ? Non, elle était pas du tout dans la religion. Moi, je sais comment elle est. C'est pas quelqu'un qui est... Même la prière, elle faisait pas. Elle lisait pas le Coran. Donc, non, c'est pas Louisa, c'est pas du tout elle. C'est pas possible que... C'est pas son genre de faire ça. Voilà Marie, ce qu'on pouvait dire ce soir sur la fugue de ces 2 lycéennes. Les auditions se poursuivent à la gendarmerie nationale d'Annecy. Merci Xavier Schmitt en direct d'Annecy avec Dominique Semet et Hervé Cadet-Petit pour les moyens techniques. Dans l'actualité, il y a également une importante avalanche à proximité des pistes au Jet en Haute-Savoie. En début d'après-midi, une coulée de neige d'une centaine de mètres de long s'est déclenchée. Pompiers et pisteurs, une trentaine d'hommes ont effectué des sondages pour s'assurer que personne n'en était prisonnier. Information à retrouver, vous le voyez en détail sur notre site internet alpes.france3.fr. Il a beaucoup neigé ces dernières 48 heures sur l'ensemble de nos massifs, de la neige fraîche et avec elle la tentation pour certains d'évoluer en hors-piste. Alors sécurisation et prévention sont les maîtres mots en station. Illustration en Isère, Recette-Lot avec ce reportage de Grégory Lespinasse et Dominique Semet. On a fait partir les avalanches et puis on a pu jalonner et tracer un itinéraire qui est la piste de la Jasse pour skier en sécurité. Quasiment 1 mètre de neige en 24 heures. Et des journées bien longues pour les professionnels de la station. Je t'écoute Thomas. À la centrale, Patricia, c'est la sentinelle de toutes les interventions des pisteurs. Là, je vais commander une ambulance pour une dame de 26 ans, pour un genou, pour normalement qui doit revenir sur Prapoutet. Mais ce qui inquiète le plus le directeur de la station,
C'est le hors-piste, risque 4 d'avalanche sur une échelle de 5. Hier midi, une coulée a emporté 2 skieurs en hors-piste, mobilisant le personnel de la station de longues heures. Tant qu'on ne connaît pas les personnes qui peuvent y avoir dessous, on ne sait pas si elles sont équipées d'un Narva, on n'a pas forcément tous les témoins. Donc effectivement, on essaye de mobiliser la plupart des pisteurs, y compris les CRS ou le PGHM de l'extérieur, ce qui s'est passé hier. Et heureusement avec un bon dénouement parce que personne n'a été enseveli. Sécurisation, prévention, chaque jour un nouveau challenge. Et pour éviter le hors-piste quand la poudreuse est trop tentante, 2 descentes non damées sont ouvertes. Notre travail, c'est de fermer des pistes qu'on sent potentiellement dangereuses et puis faire de la prévention pour que la clientèle ne passe pas à travers les filets pour aller skier de l'autre côté. Voilà. C'est parce que justement on a ouvert des pistes qui sont poudreuses et qui sont skiables et sécurisées. Les chutes de neige pourraient faire croire que l'hiver est enfin arrivé, mais elles incitent aussi à la plus grande prudence en montagne. Voilà, une avalanche d'un autre genre nous attend. Des résultats joyeux ou plus amers, c'est l'heure de la page des sports avec Frédéric Lefrançois et des tricolores. Frédéric en super forme. Oui, avec un homme surtout en super forme, ça devient même d'ailleurs difficile de trouver des superlatifs pour réussir à le qualifier. C'est peut-être son nom qui un jour sera synonyme de super victoire ou de super athlète. J'ai nommé Martin Fourcade qui n'arrête pas d'enchaîner les super performances à l'occasion également de ces mondiaux qui se déroulent à Oslo. Aujourd'hui, une nouvelle victoire. On voit ça en images. C'est une machine à gagner, le meilleur biathlète au monde. Derrière, ses adversaires sont condamnés à se battre pour les places d'honneur. Après 3 jours de compétition, Martin Fourcade est déjà l'homme des mondiaux. Avec 27 secondes d'avance sur Björn Dahlem au départ de la poursuite, le biathlète français le plus médaillé de l'histoire pouvait se la jouer tranquille, devant les supporters tricolores venus l'encourager. Il est trop fort, il est au-dessus des autres de toute façon, il va gagner encore, j'en suis sûr. Son avance est telle qu'il peut même se permettre 2 fautes au dernier tir sans réellement se faire peur avant de s'imposer. 3 médailles d'or en 3 courses, c'est juste fantastique et il impressionne tout le monde et il fait peur aux adversaires, c'est bien. Déjà 3 médailles aussi pour Marie-Dorin Habert. La Française en tête à mi-parcours commet 2 fautes au 3e tir. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas, elle termine 3e. C'est le jeu du biathlon, je veux dire, j'ai été moins bonne que Laura qui est devant aujourd'hui. Et voilà, elle a fait vraiment un travail... un superbe travail. Victoire de l'Allemande Laura Dahlmeier et ce dimanche, 2 nouveaux podiums pour la France. Et le grand cirque blanc ne résonnait pas que sous le tir et au son des balles des biathlètes. Il y va également du ski alpin aujourd'hui. Et on n'oubliera pas le snowboard cross avec un podium à l'arrivée. Un tour d'horizon et un tour en piste avec Jordan Guéant. Après sa semaine de folie, tous les yeux étaient braqués sur lui et Alexis Pinturo. Mais cette fois, pas de podium. Le skieur de Courchevel réalise toutefois la meilleure performance française lors du slalom de Kranjska Gora en Slovénie. Pinturo est 6e. Pourtant, les espoirs reposaient plutôt sur lui, Julien Liseroux. Auteur du meilleur temps tricolore à l'issue de la première manche, le plagnard a enfourché d'entrée lors de la deuxième. Une vraie déception. Au final, c'est Marcel Hirscher qui s'impose. L'Autrichien s'adjuge le gros globe de cristal pour la 5e fois. Autre slalom chez les dames, direction Jasna en Slovaquie. Slalom au terme duquel Michaela Schifrin a littéralement écrasé la concurrence. L'américaine s'arroge une 4e victoire en autant de slalom cette saison. La première française Nastasia Nain-Sissi à l'image est 5e. Et puis, autre belle performance en snowboard féminin, Nelly Moine-Locos est 3e de la finale du snowboard cross à Vezona en Suisse. À 24 ans, elle signe un très joli retour à la compétition après avoir été éloignée du circuit à la suite d'un traumatisme crânien. La skieuse du Grand Bornand peut donc encore espérer conserver son globe dans 15 jours. Et on ferme cette page glisse avec un mot de freestyle et la très belle performance de Perrine Lafont qui termine dans les bosses dans le duel de Moscou à la première place. Ben Cavé termine 3e. Dernière étape de la Coupe du Monde de boss, donc avec cette étape moscovite et une 3e place au classement général pour Perrine Lafont et Ben Cavé.
Allez, loin de la neige, c'est sous le soleil des Yvelines, et oui, qu'a débuté le Paris-Nice. C'était effectivement le début du Paris-Nice. Chez les amateurs, ça veut dire début de saison cycliste. C'est vraiment ça, la course qui lance la saison cycliste en France. Et aujourd'hui, ça a débuté par un prologue long de 6 km 100 remporté par le néo-zélandais Michael Matthews. Pour les Chambériens d'AG2R, on voit Romain Bardet à l'image, mais c'est Alexis Goujard qui réalise la meilleure performance. Il se classe 34e, mais nul doute que nous retrouverons l'équipe savoyarde dans de meilleures dispositions sur les prochaines étapes. Allez, retour dans les Alpes avec du hockey sur glace et la mauvaise opération pour Chamonix hier soir. La poule de maintien, on appelle ça comme ça. Ça concerne 2 clubs haut-savoyards. Ils jouent leur tête pour savoir si oui ou non ils vont rester dans l'élite. Hier soir, dans un premier temps, Morzine a mordu la poussière ou la glace face à Dijon, 7-2. C'est pas mieux du côté de Chamonix, même si le score est beaucoup moins sévère. Un dernier but en cage vide en toute fin de rencontre. À Chamonix, le maintien attendra au moins encore un peu. Défait 3-2, les Chamois ont raté la belle occasion. Il manquait beaucoup d'intensité, on était un petit peu arrêtés. Il y a eu des phases intéressantes, mais je pense qu'on savait que pour battre Bordeaux, il fallait qu'on les prenne de vitesse et on ne l'a pas fait. Une soirée pleine de regrets. Pour Chamonix, ce fut hier le bal des occasions perdues. Des échappées solitaires aussi belles que stériles, un manque de chance d'opportunisme et des palets trop souvent égarés. Alors finalement, c'est Bordeaux qui ouvre la marque. Énormément de pertes de palais, qu'on crée des contres. Ça, c'est des petites erreurs individuelles. Alors, est-ce qu'on était dans une phase un peu trop confiante par rapport aux derniers résultats? Peut-être, on aurait dû jouer beaucoup plus intelligent. Résultat, un match à courir après le score, mais pas question de tout jeter. La technique était bien là, parfois pleine de panache, comme sur cette égalisation, cette feinte, ou même ce but finalement refusé. La crosse était trop haute. On a beaucoup de joueurs de talent ici, beaucoup de beaux gestes techniques, mais des fois, il ne faut pas oublier qu'on est une unité de 5, il faut travailler ensemble. Puis, s'il y a seulement qu'un joueur qui travaille de son côté et les 4 autres de l'autre, ben, ça ne servira à rien. Bref, des regrets, mais pas d'inquiétude. Avec un peu plus de concentration, de discipline, les Chamois devraient sauver leur peau, car sous ces airs parfois placides, l'animal est plutôt coriace. Et sans perdre de temps, on jette un coup d'œil aux autres résultats et au classement général de cette poule de maintien. Après 5 journées, autrement dit à mi-chemin, Bordeaux mène la danse, Chamonix est dans les temps et devrait sauver sa tête dans l'élite. Morzine, Avoria léger et lui par contre dans le mauvais wagon, avant-dernier pour l'instant donc relégable. Et puis un mot toujours en hockey sur les brûleurs de loups, ou plutôt sur la pétition qui circule sur Internet. Pétition qui traduit la grogne des supporters auxquels se sont associés certains joueurs. Grogne qui fait suite à l'élimination de l'équipe de hockey grenobloise en quart de finale des playoffs. Elle a déjà reçu 600 signatures. On écoute Stéphane Champavier. Il est l'un des auteurs de cette pétition. Là, il y a un malaise. Donc on a essayé il y a quelques années via une association de faire remonter les problèmes. Ça n'a pas fonctionné, il y a eu deux, trois petits soucis, ça n'a pas fonctionné. Donc là, on s'est dit, banco, on a appris, alors c'est pas officiel, c'est officieux, mais tout le monde le sait, mais personne ne le sait, le potentiel départ de Stéphanie Carré-Marian, la présidente du club. Donc là, on s'est dit, banco, c'est maintenant. Allez, on change de sport et alors là, en revanche, pas de grogne chez les supporters chambériens. Non, ils sont plutôt heureux, les supporters chambériens. On parle de handball avec l'Europe au programme pour Chambéry qui s'est imposé hier soir au phare face à l'équipe espagnole de Aïs Atuna Pamplune. Les Chambériens en noir et jaune à l'image, déjà vainqueurs au match aller, ont remporté la mise sur le score de 26-23. Devant plus de 3000 spectateurs, les joueurs savoyards ont décroché une 3e victoire en 4 matchs de Coupe d'Europe. Ils restent les solides leaders de ce groupe D. Prochain match face à Illstatt, ça ne s'invente pas, le 19 mars prochain. Et puisqu'on parle de hand, on en profite pour faire un coup de zoom sur un jeune joueur, Joao da Silva. À travers ce jeune joueur brésilien, on se rend compte que la planète handball est de plus en plus large. Avant, il y avait les filières classiques, celles des pays de l'Est. Et désormais, les joueurs viennent d'un peu partout dans le monde. Cuba, Argentine et encore Brésil. Reportage à Chambéry. Ce qui me manque parfois par rapport au Brésil, évidemment, c'est la famille, bien sûr. C'est important, la famille. Et puis, il y a aussi mes amis. Mes amis et aussi les partenaires avec qui je jouais là-bas.
Et puis ce qui change aussi, c'est le temps. Il fait vraiment froid ici. Parfois, pour vivre sa passion, il faut savoir partir de chez soi, tellement loin qu'on change même de continent. C'est le cas de Joao da Silva qui a quitté le Brésil il y a 3 ans pour jouer au handball en Espagne avant de rejoindre la France. Suivi par de nombreux clubs, l'international Auri Verde a finalement atterri à Chambéry. On suivait un petit peu Joao depuis pas mal de temps et puis voilà, avec son agent on était rentré en contact. Et après on s'est renseigné notamment aussi avec un ancien pote à moi, Eric Quintin, qui l'avait vu jouer au Mondial Junior et qui m'avait dit que c'était vraiment un bon joueur. Donc on a essayé de prendre contact avec lui, de l'avoir et après derrière on a pu le signer quoi. Et puis on est content jusqu'à maintenant. 19 buts en 16 matchs. C'est le bilan actuel du jeune joueur sud-américain, au repos et en rééducation depuis sa blessure à l'épaule. L'autre jambe change. Son adaptation à Chambéry a été rapide et à travers Joao da Silva, on découvre que le handball est un vrai sport planétaire. Et ça repart. Argentins, Brésiliens, Cubains ont le niveau et le prouvent par leur présence dans les meilleurs championnats. Désormais, quand on recrute, il faut avoir les idées larges. Du côté du Qatar, il y a aussi des bons joueurs. On nous a proposé des joueurs qataris. Voilà, donc je pense que le handball se mondialise et il faut pas se fermer la porte. Hein. C'est vrai qu'avant, on avait toujours les filières des pays de l'Est. Mais maintenant, il y a même beaucoup de Norvégiens, d'Islandais, de Suédois qui viennent dans nos pays. Quoi. Donc, ce qui n'était pas le cas avant. Ils s'arrêtaient en Allemagne, après ils ne descendaient pas plus bas. Joao da Silva s'est engagé pour 2 saisons avec le club savoyard. Et il ne regrette pas son choix. Il apprécie la D1 et sa vie à la française. Je suis vraiment content d'être là. Ici, en fait, c'est une petite ville, mais tout le monde vient voir les matchs au phare. Les gens me reconnaissent et me demandent souvent des photos ou des autographes. Au mois d'août prochain, Joao sera de retour au Brésil. Pas pour ses plages, mais pour les JO. Grâce à lui, il y aura un peu de hand made in Savoie au pays de la samba. Et après la samba, un clown, un drone et du hockey version flipper dans la revue du web cette semaine. Vous avez tout dit, comme toutes les semaines, nous nous sommes pris les pattes dans la toile et en 2 temps et 3 clics, nous avons trouvé toutes ces petites merveilles. Et on débute avec une archive tournée dans les années 50. À l'image, en noir et blanc, Jeannot Tournier, une véritable star locale dans la vallée de Chamonix. Pour lui, le ski rime avec pitrerie en tout genre, roulade, cascade. Pour certains, il serait même l'inventeur du ski acrobatique. En tout cas, une chose est sûre, dans son genre, Jeannot Tournier était un visionnaire, un de ceux qui glissent avec un temps d'avance. Toujours en noir et blanc, mais plus de notre temps. Une vidéo transatlantique tournée dans les rues de Montréal. Et là-bas, rien n'arrête le cycliste, même pas la neige. Une vidéo très esthétique, humoristique, proposée par un collectif de passionnés d'accro au vélo qui militent pour une pratique tout-terrain et par tous les temps. Décidément, les drones ont le vent en poupe. Jusqu'à présent, ils permettaient surtout de réaliser des prises de vue pour les skieurs. Désormais, ils sont assez puissants pour se transformer en tracteurs. La preuve avec cette vidéo qui nous parle de drone boarding. Nous, on préfère l'appellation kitesurfing 2.0. Still recording. There you go. There you go. Et on termine par notre petit détour par la NHL. On aime ça une fois de temps en temps, aller jeter un coup d'œil à une démo de haute voltige crosse en main. Cette fois, c'est Gabriel Landskog, joueur suédois des Avalanches du Colorado qui officie sur les tricks du jour. Ça va vite, très vite, limite magique. En solo ou avec quelques bons amis, tout y passe. Un vrai cours de passe-passe sur la glace. Voilà, fin de la connexion, bonne semaine sur vos claviers et à plus tard.
Et voilà tout ce qu'on pouvait dire à propos de sport. Merci Frédéric Lefrançois et à la semaine prochaine. Des ancêtres vintage jusqu'aux prototypes les plus futuristes, parfois électriques, les 2 roues sous toutes leurs formes se sont invités pendant 3 jours à Lyon à l'occasion du salon du même nom. Le meilleur, c'est avec ce reportage de Sylvie Bosquero et Pierre Lachaud. Regardez. 2 boudins, une selle, un guidon. A priori, l'univers du 2 roues n'est pas forcément un champ d'expérimentation infini. Et pourtant, derrière les bikers barbus et les Hells apprivoisés, ça carbure sec. Outre le casque vintage vendu déjà rayé et la conceptuelle Seltrone, on tombe sur la raclée démonstrative pour un gilet à airbag intégré. On a l'impression d'être dans une gang. C'est vrai qu'on sent rien du tout. Et parce que l'airbag gilet se gonfle dès que le motard et la moto se désolidarisent involontairement. En cas de gamelle, quoi. C'est malin. Autre idée lumineuse dénichée sur le salon, le four à ozone pour casque cracra. C'est vrai que glisser chaque jour ses cheveux gras dans une boule de mousse, c'est pas très ragoûtant. Je voulais vous montrer un nouveau produit qui est une machine qui désinfecte et désodorise l'intérieur de votre casque de moto en 4 minutes. Le principe, c'est simplement un flux d'ozone qui est un puissant désinfectant. Ce flux d'ozone va circuler à l'intérieur des alvéoles des mousses du casque et va tuer tout ce qui est de vivant et désagréable à l'intérieur. Genre bactéries, acariens et autres poux, mais pas le motard. Ça sent le propre. Plus loin en revanche, ça ne sent rien, surtout pas le gaz d'échappement. Voici Hero, moto du futur, moulin électrique et selle design. Rêvé à Lyon par Martin, designer, Pierre-Yves, ingénieur, et Noémie, soutien moral. Mais c'est quoi l'idée ? Simplement de travailler sur une association de la tradition et de l'innovation, la tradition motocycliste et puis l'innovation au passage à l'électrique. Le prototype de Hero sera fin prêt dans quelques mois, mais pas de commercialisation prévue avant 2017. Vous faites peut-être partie des quelques 600 000 spectateurs à avoir découvert au cinéma les aventures de Fata et sa vache Jacqueline en route pour le salon de l'agriculture. Une tarine portée à l'écran, mais en fait ce sont 2 bêtes à cornes, des Savoyardes qui ont prêté leur trait à l'héroïne. Reportage de Nathalie Rapuc et Franck Serroni. Féline et Gélule, alias Jacqueline, dans le film La Vache, sont nées dans les massifs de Savoie. Gélule, la doublure, vient de la ferme de Philippe et Sylvie à Haillon-le-Jeune dans les Bauges. Tout a commencé quand l'éleveur reçoit un appel de son négociant en bestiaux. Il lui demande de sélectionner une tarine parmi ses 140 vaches pour passer le casting. Juste pour la petite histoire, il faut savoir qu'il y avait 2 vaches en ballottage pour partir. Et donc il y avait la Gélule et l'autre c'était Gentiane, c'était celle-là. Donc c'était soit la Gélule, soit Gentiane. On a pris les 2 vaches en question. Et on les a pris, on les a promenés dehors dans la neige, parce que cette année-là, il y avait beaucoup de neige l'an dernier. Et on les a promenés dehors dans la neige, ils tournaient, ils écrivaient, enfin voilà, c'était pas rien, quoi. Dire qu'elle aurait pu monter à Paris, hein ? Dire qu'elle aurait pu faire du chemin. Pas de regret pour Philippe, Gentiane donne plus de lait. Il a vendu Gélule pour 1 000 €, un prix habituel pour une vache. Nous, on n'a rien gagné de plus qu'on aurait vendu la vache aux négociants, quoi. Mais bon, c'était pas le but du truc, quoi. Le but du truc, c'était bien choisir une vache pour qu'elle parte faire un film. Voilà, alors ça c'est pas ma vache, ça. Voilà, là, c'est notre vache, là. Elle, c'est Féline du Beaufortin, qui a obtenu le rôle principal. André l'a élevée pendant 6 ans. Sur l'écran, il perçoit les moindres détails. Voilà. Alors, regardez ces cornes, comme elles sont beaucoup plus écartées. L'autre, elle avait des petites cornes un peu comme ça. Celle-ci, elle a des cornes beaucoup plus écartées. Quand on voit ce qu'ils arrivent à lui faire faire, c'est exceptionnel. Hein. Voilà. Jusqu'à aller se coucher sur son dos. Bon, ça, ils ont travaillé. Hein. Féline, une vache docile, mais avec un problème aux mamelles. Elle était partie à l'abattoir. Un jour de février, dans le couloir de la mort, tout a basculé, sauvée par le film. C'est une belle histoire, oui. Oui, c'est une belle histoire. Parce que là, elle serait déjà mangée depuis longtemps, quoi. Faut dire ce qu'il y en a, quoi. Au-delà de la célébrité, avec ce film, la race tarentaise est mise à l'honneur. Une fierté pour les éleveurs. Dans les années 40, 50, on exportait déjà des tarines en Algérie. C'est une race qui s'exporte aujourd'hui dans plus de 30 pays. Et l'avantage de cette race, c'est qu'elle s'adapte aussi bien au froid qu'à la chaleur. C'est-à-dire, elle va en Algérie, elle va en Tunisie, au Maroc, en Afrique, et puis en contrepartie, elle a été aussi exportée au Canada. Gélule et Féline seront présentes au Salon de l'agriculture de Chambéry du 18 au 20 mars prochain.
Voilà, et avant de nous quitter, ce rappel du nouveau après la disparition et l'appel à témoins lancé pour retrouver 2 adolescentes au Savoyard, radicalisées, soupçonnées de vouloir rejoindre la Syrie et dont on était sans nouvelles depuis vendredi. L'une d'entre elles, Louisa, 16 ans, est rentrée ce soir. Son audition se poursuit à Annecy. C'est la fin de ce journal.